Bien, mais merci à toi, Jean-Charles, de cette invitation. Alors, pour être plus précis, je m'intéresse à ces questions depuis toujours en tant que psychiatre, mais de façon peut-être plus appuyée depuis le suicide de notre collègue Jean-Louis Ménien en 2015. On y reviendra. Alors, j'interviens à différents niveaux. D'une part, comme président du syndicat des médecins et de l'intersyndicat, et comme étant identifié pour défendre des collègues, notamment sur ces questions. Donc, je suis très sollicité et j'accompagne même certains collègues lorsqu'ils sont convoqués ou lorsqu'il y a une enquête au sein de la paix. Et par ailleurs, je suis membre de la médiation nationale qui a été mise en place après le suicide de Jean Huménien, justement pour essayer d'arranger les difficultés, mais par des intervenants extérieurs. Il y a des médiations régionales et une médiation nationale, mais des intervenants qui connaissent très bien le milieu hospitalier, puisque ce sont des médecins ou des administratifs. La médiation nationale a été présidée par Édouard Couty dans un premier temps, et actuellement, c'est Daniel Toupillet, tous les deux étant d'anciens directeurs d'hôpitaux, mais qui ont occupé aussi d'autres responsabilités très importantes, puisque Couty a été directeur des hôpitaux dans les années 88-90, et Daniel Toupillet était directrice générale du CNG. Alors, quelques généralités, si la diapositive veut bien passer, voilà. Le mot travail est assez ambigu parce qu'il désigne à la fois quelque chose de très positif, on l'espère, c'est-à-dire ce par quoi on peut s'épanouir, et quelque chose d'assez négatif, c'est la pénibilité de ce qu'on est parfois amené à faire. Alors ça dépend du type de travail, mais utiliser le même mot et selon cet économiste, un signe d'escroquerie, bon, il va peut-être un peu fort, mais il faut d'emblée souligner quand même la polysémie de ce terme. Il y a beaucoup de réflexions sur le management. Là, j'ai cité un auteur dont les travaux remontent aux années 50-60. Et au fond, il différencie deux grands types de management. C'est le type X, théorie X, où on considère que ceux qui travaillent ont une aversion naturelle au travail, qu'il faut exercer de l'autorité et du contrôle, et que le travail est le prix à payer pour avoir son salaire. Et puis la théorie Y, les employés sont prédisposés à travailler dur, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Il n'y a pas de nécessité de les diriger de façon étroite. Et une fois les besoins de base satisfaits, les autres sources de motivation deviennent prépondérantes. Alors, évidemment, ce sont deux types extrêmes et souvent, il y a un mélange des deux, mais il y en a quand même un qui prédomine. C'est très personnel, mais je dirais qu'on est passé dans les hôpitaux, peut-être, hypothèse, de la théorie grecque à la théorie. Il y a plusieurs modèles qui prennent en compte les conditions du travail sous plusieurs angles, en particulier l'autonomie que l'on a dans son travail et la demande qui est faite à celui qui travaille. Et donc, vous avez du coup quatre possibilités selon que le contrôle est faible ou fort, selon que la demande est faible ou forte. Et quand le contrôle est faible et la demande forte, c'est là où c'est le plus difficile à supporter, c'est là où le sujet euh, est stressé. Il y a différents sujets actifs quand la demande est forte, mais l'autonomie est forte aussi. Euh, Après, quand le contrôle est fort et la demande faible, ce sera plus cool, si on peut dire. Et oui, très actif quand les deux sont forts et
passif quand la demande est faible et le contrôle est faible. Donc ça, c'est une bonne classification et c'est vrai que dans les hôpitaux, la demande est toujours très forte, hein, mais le degré d'autonomie s'est probablement affaibli, d'où les tensions en augmentation qu'on peut observer. Il y a un autre modèle euh, qui évalue les efforts à accomplir d'un côté et la récompense de l'autre. Il faut effectivement qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas que l'absence de récompense diminue la motivation ou que cette motivation soit diminuée aussi par des demandes trop fortes. Là aussi, on peut faire des applications au travail hospitalier. Alors, il y a aussi des modes de management qui sont très variables selon les pays. Vous avez là des schémas sur les styles de leadership et vous voyez qu'en France, c'est assez horizontal, c'est-à-dire que c'est très hiérarchisé, c'est de type militaire et c'est pas vraiment propre à l'épanouissement de ceux qui travaillent. Moi, j'ai vu des questions de locaux ou des questions de ressources humaines pour un seul service se régler à l'Élysée par un coup de fil. Donc, c'est vrai qu'en France, ça descend de tout en haut pour atterrir tout en bas. Alors, on parle de risques psychosociaux dans le monde professionnel. Cette diapositive résume bien ce de quoi il est question. Euh, il y a d'abord les violences externes, c'est par exemple les agressions aux urgences. Il y a les violences internes, les individus entre eux au sein de la même entité. C'est là qu'on retrouve le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, sans que ce soit des harcèlements, ça peut être des conflits, des tensions entre les agents. Et puis, il y a le stress chronique, c'est-à-dire que quand la demande est forte et on a des difficultés à y faire face, ou on considère qu'on n'a pas les ressources pour y faire face, on est vite dans un état de stress chronique. Alors l'état de stress aigu, en général, est positif parce qu'on sort de sa zone de confort et on arrive à mener des actions qu'on n'aurait pas menées autrement. Mais quand c'est chronique, quand ça s'étend dans le temps, là, au contraire, les performances diminuent et la souffrance de l'organisme se révèle. Les conséquences des risques psychosociaux sont très importantes, à la fois au plan individuel et au plan de l'entreprise, de l'entité, de l'institution. Il peut y avoir des conséquences sur la santé mentale, on y reviendra, sur la santé physique aussi, ce qui est lié au stress, ou aussi aux conditions physiques du travail. Et surtout, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'entreprise, de faire un management par le stress ou de tolérer les violences internes, les violences externes, de ne pas lutter contre les risques psychosociaux, a des conséquences qui sont faciles à mesurer, qui sont l'augmentation de l'absentéisme des accidents du travail, la baisse de motivation et donc la diminution de la productivité, la dégradation du climat social et la détérioration d'image de l'entreprise. Il y a plusieurs situations cliniques liées aux risques psychosociaux au plan psychique. Le stress, on vient d'en parler, il y a le burn-out, j'y reviendrai, il y a les situations de harcèlement, j'en parlerai aussi. Il y a tout un cortège de symptômes somatiques. Les addictions, parce que parfois pour faire face, soit on prend des psychostimulants pour être plus productif, soit au contraire on prend des sédatifs pour abaisser la tension nerveuse. Et la dépression, qui est une sorte de voie finale commune, et la dépression qui peut déboucher sur un suicide. Vous voyez sur ce schéma, euh, on peut différencier les éléments liés au travail lui-même,
et des éléments liés à l'individu. Il est évident qu'à situation extérieure égale, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et l'engagement dans le travail, quand il est très élevé, quand le travail est idéalisé, quand le travail est la seule source d'épanouissement, on est plus fragile que quand on a un certain recul par rapport à son travail. Et donc, quand on est dépassé, ça peut se traduire par un stress chronique, ça peut se traduire par un syndrome d'épuisement professionnel, qui est un syndrome un petit peu différent du simple stress chronique. Et après, bon, ben, ça peut déboucher sur un état anxieux, dépressif surtout. Alors, l'épuisement professionnel, c'est un syndrome très particulier, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Ça a été décrit dans les années 70, avec trois grandes composantes. Il y a l'épuisement émotionnel, si on ne supporte plus les difficultés qu'on rencontre dans son travail. Il y a la déshumanisation de la relation à l'autre, des attitudes de cynisme euh, par rapport aux engagements hippocratique par rapport aux malades, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'attention, l'empathie qu'on avait avant, et la perte du sens d'accomplissement de soi au travail, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus bien s'épanouir dans son travail. Et certains ont qualifié le burn-out de dépression centrée sur le travail. Et les professions soignantes sont particulièrement exposées parce que, comme l'avait déjà dit Hippocrate, le médecin voit des choses horribles, touche des choses répugnantes et récolte à l'occasion des maux d'autrui des chagrins personnels. D'ailleurs, le burn-out a d'abord été décrit dans les milieux soignants. Mais le burn-out n'est pas révélateur de faiblesse personnelle, c'est souvent plutôt le révélateur d'une mauvaise organisation du travail. Ceux qui s'intéressent à cette question peuvent lire le livre de Pascal Chabot, qui est excellent, Global Burnout, qui est une réflexion sur l'épuisement professionnel. Et c'est vrai que quand ça ne va pas, les organisations ont tendance à renvoyer la faute sur l'individu qui ne sait pas s'adapter, plutôt que de remettre en cause la façon dont le travail est organisé. Un article tout récent dans le journal Le Monde parle de cette notion de bien-être au travail en disant que finalement, c'est l'affaire des salariés, personnellement, et comme ça a été écrit, les massages ou les conseils diététiques ne changent rien à l'organisation du travail. C'est-à-dire que c'est un peu de la calinothérapie, mais qui ne s'adresse pas à la cause du mal-être des salariés. Aussi cette formule, toujours une citation de cet article, soyez vous-même, mais uniquement dans le cadre prévu. Autrement dit, c'est une fausse attention au bien-être des salariés. Les milieux hospitalo-universitaires français, un article il y a un peu plus d'un an, coordonné par Élie Azoulay, qui montre que les universitaires, hospitalo-universitaires français ont des syndromes d'épuisement professionnel ou de symptômes d'épuisement professionnel dans des proportions très importantes. Là, l'enquête porte sur 2390 PUPH ou MCIPH et 40% d'entre eux rapportent un épuisement professionnel grave, 12% des tensions au travail et 15% des idées noires, des idées suicidaires. Donc c'est vraiment une question aujourd'hui qui touche énormément de monde dans notre milieu. Alors, je ne sais pas s'il y a eu l'équivalent pour les praticiens hospitaliers, mais on retrouverait probablement des chiffres voisins. Et ça veut dire aussi que ça retentit sur la vie personnelle, parce que la vie professionnelle et la vie
personnelles ne sont pas étanches. Quand on n'est pas bien dans sa vie personnelle, on a plus de mal à être bien dans sa vie professionnelle et réciproquement. Les auteurs de cet article engageaient les institutions à prendre en compte cette souffrance au travail et à prendre des mesures, ce qui est dans l'air, mais pour l'instant probablement insuffisant. Alors, le malaise hospitalier, je n'y reviens pas. Là, c'est des extraits d'articles, mais on en trouve toutes les semaines. Et ce n'est pas un malaise propre à la France. Là, vous voyez des extraits d'articles qui parlent de l'Espagne, qui parlent du Royaume-Uni, qui parlent des États-Unis. Enfin, il y a un malaise général des hospitaliers pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, c'est important aussi pour la qualité des soins, parce qu'on a démontré, là c'est un article qui fait une revue des relations entre le bien-être au travail ou le mal-être au travail et la sécurité des patients et des résultats cliniques. Évidemment, qu'il y a un lien, c'est-à-dire que plus les médecins, les soignants sont en bonne forme psychique, meilleur ils soignent les patients. Alors, quelques mots des suicides, et en particulier d'un suicide qui a beaucoup marqué la communauté hospitalière et qui a fait prendre conscience des questions de souffrance au travail, de harcèlement, et qui a suscité au sein de l'assistance publique, mais plus généralement au sein des hôpitaux publics, des mesures, des réactions. Bon, après avoir rappelé donc Jean-Louis Ménien, qui était cardiologue, professeur de thérapeutique à l'hôpital Pompidou, a été harcelé. Je le dis d'autant plus facilement que ceux qui ont été mis en cause ont été condamnés en première instance. Ils ont fait appel, mais le dossier est quand même accablant. Moi, j'ai témoigné au procès. Je connais bien le dossier. Et avec d'autres, j'ai fait partie du collectif des amis de Jean-Louis Ménien. Et quelques semaines après son suicide, on a produit un document qui montrait bien qu'il y avait eu harcèlement et qui a été confirmé en tout point, avec même des points complémentaires par l'instruction, puisqu'il y a une très longue instruction. Le dossier d'instruction fait, je crois, plus de 1000 pages, et le jugement de première instance. Donc, il s'est jeté du 7e étage, je crois, de son bureau, où on voulait le chasser, d'ailleurs. Donc, ça a suscité sur le moment des polémiques, des prises de position très fortes, mais finalement, l'assistance publique a mis en place un plan appelé RHPM, ressources humaines du personnel médical, et au niveau national, la mise en place d'un système de médiation dans les hôpitaux publics, dans les structures aussi médico-sociales, pour, quand il y a des difficultés, qu'on puisse avoir des interlocuteurs, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça se réglait un peu de façon empirique, avec les moyens du bord, et surtout, ça ne se réglait pas. C'est-à-dire que quand il y avait des difficultés, soit on les mettait sous le tapis, soit on faisait acte d'autorité, et c'était le pot de fer contre le pot de terre. Donc là, je le disais tout à l'heure, il y a eu des condamnations des personnes que nous avions mises en cause parce qu'on connaissait bien le dossier, c'est-à-dire des collègues de Jean-Louis Ménien, de la directrice Anne Costa, et qui n'a pas bien réagi quand elle a reçu des alertes, et elle en a reçu plusieurs. Donc, ce qui s'est passé au niveau de l'assistance publique, c'est qu'on a mis en place des cellules qui s'appellent violence au travail, où on peut signaler qu'on a des difficultés. Il y a eu les cellules CVH, vie hospitalière, où dans chaque GH,
il y a un correspondant, il y a une CVH, une commission vie hospitalière au niveau central, là aussi, qui peut régler, tenter de régler les difficultés, sachant que beaucoup de difficultés sont mineures et peuvent être réglées vite et bien localement. Et la paix aussi a mis en place un conciliateur à qui elle peut confier des missions pour, quand il y a un conflit ou une difficulté, essayer de trouver des solutions. Alors, le harcèlement moral, c'est un point très particulier qui est souvent mal connu. Euh, le livre qui a fait connaître cette notion, c'est un livre d'une psychiatre, psychanalyste, Marie-France Irigoyen, qui exerce d'ailleurs pas très loin de là où je vous parle. Euh, Dans son livre, elle parle beaucoup de harcèlement moral dans la vie privée, mais elle aborde aussi le harcèlement moral dans la vie professionnelle. C'est un livre de 1998 et en 2002, je crois, il y a eu l'entrée dans le code pénal du harcèlement moral. Vous avez là la définition. Le fait de harceler aussi par des propos, comportements répétés. Il y a cette notion de répétition qu'il n'y a pas dans le harcèlement sexuel, ayant pour objet ou pour effet, alors pour objet, c'est-à-dire que c'est volontaire, ou pour effet, même si on n'a pas besoin de démontrer que c'est volontaire, si le résultat est celui qui est indiqué ensuite, on peut condamner quelqu'un pour harcèlement moral. Donc, pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Donc c'est ou, c'est-à-dire qu'il suffit que les droits soient atteints ou qu'il suffit que la santé mentale soit atteinte. Et là aussi, on pourra parler de harcèlement moral avec des peines finalement très faibles. Et encore là, je vous donne les peines actuelles. Initialement, elles étaient encore plus faibles. Alors, vous avez là sous les yeux tous les faits, tous les comportements qui sont caractéristiques du harcèlement moral. Ça, dans les affaires, encore une aujourd'hui, une collègue qui m'a appelé, où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 comportements de ce type. Mais le but du harceleur, c'est humilier et détruire la personne. Et détruire, ça veut même dire la pousser à se détruire, la pousser au suicide. Vous voyez que les comportements sont très, très faciles à objectiver. Avec les mails, d'ailleurs, les preuves de harcèlement sont plus faciles à obtenir, les mails, les SMS. Euh, mais il faut se méfier parce que il ne suffit pas que quelqu'un dise je suis harcelé parce qu'on m'a fait ci, parce qu'on m'a fait ça, pour que ce soit vrai. Euh, Malheureusement, cette notion est utilisée à tort et à travers, et finalement, ça lui fait perdre de sa crédibilité ou de sa force. Et on décrit donc des faux harcèlements. Il y a 4 types de faux harcèlements. Il y a l'instrumentalisation, c'est-à-dire on utilise ce prétexte pour d'autres fins, pour virer quelqu'un, on va dire que c'est un harceleur. Il y a la victimisation. Il y a des personnes qui se posent en victime et qui disent on me harcèle parce que on leur fait des reproches, mais on a le droit de faire des reproches à un agent. Tout ce qu'il fait n'est pas parfait. Euh, ou en cas de conflit, il faut bien différencier ce qui relève du harcèlement de ce qui relève du conflit. Un conflit, c'est deux personnes qui sont en désaccord. Un harcèlement, c'est une personne qui essaie de détruire une autre personne. Euh, Là, vous savez que les internes, les externes, maintenant, sont très pointilleux sur ces sujets et ils se victimisent à la moindre parole de travers. Un de mes collègues m'a dit ah ben, j'ai dit mon lapin à un externe, il allait se plaindre au doyen, j'ai été convoqué. Bon. Donc la victimisation. Ensuite, il y a le délire de persécution. Donc là, on entre dans la psychiatrie lourde,
y a parfois des personnes qui se sentent persécutées et qui utilisent cette notion de harcèlement alors qu'il n'y a aucun élément objectif. Et puis un quatrième cas de figure qui est plus subtil, c'est que pour harceler quelqu'un, on va le traiter de harceleur. C'est exactement le cas qui m'a été rapporté directement ce matin. Ça arrive souvent quand un nouveau responsable arrive dans un service, qui voit que les choses se passent pas toujours bien, qu'il faudrait redresser tel ou tel comportement, peut-être faire respecter les horaires, peut-être que les agents fassent le travail pour lequel ils sont payés. Bah, si il vient bouleverser un état dégradé, mais qui fait la satisfaction de tout le monde, pour le faire partir, on va dire que c'est un harceleur. Donc, on va le harceler en disant qu'il est harceleur. Là, j'ai sur mon blog, il y a le cas assez typique d'un chirurgien qui arrive dans un hôpital et qui voit que les anesthésistes prennent leur travail à la légère. Il a fallu 9 années de procédure, 11 procédures au total, pour que finalement il obtienne satisfaction et que le directeur, en l'occurrence qui avait épousé le point de vue des anesthésistes, soit condamné pour harcèlement moral. Directeur qui d'ailleurs est parti à la retraite anticipée sans la moindre sanction. Et alors, je trouve qu'actuellement, dans les hôpitaux, et même ailleurs, il y a une espèce d'ambiance de délation qui s'installe. Alors, vous avez 3 définitions de la délation. Je préfère la plus simple, dénonciation inspirée par des motifs méprisables. Mais pour se venger de quelqu'un ou pour prendre sa place, on va dénoncer des faits plus ou moins vrais en étant à visage plus ou moins découvert. Et je pourrais aujourd'hui écrire un petit traité comment dézinguer un collègue. Vous faites 3-4 témoignages qui sont de faux témoignages, vous l'accusez d'être sexiste, d'être raciste, d'être un mauvais médecin. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit ce collègue est protégé, on ne va pas y toucher. À ce moment-là, ça restera lettre morte. Soit, au contraire, on veut se débarrasser de ce collègue et on saute sur l'occasion. On fait une enquête administrative. Et là, de mon point de vue, les enquêtes administratives telles qu'elles sont menées aujourd'hui sont totalement injustes parce qu'on ne respecte jamais le contradictoire. C'est-à-dire on va accuser quelqu'un sur la base de dénonciation sans que la personne accusée ne puisse réellement se défendre. Moi, j'ai assisté à un tel cas récemment. On suspend le collègue. Suspendre, ça veut dire qu'il quitte l'hôpital, il n'a plus le droit d'y mettre les pieds, il n'a plus accès à ses messages. Il est payé, donc on se dit, oh ben, il est payé, il ne va pas se plaindre. Et puis, on le dénonce au Conseil de l'Ordre, on le dénonce peut-être au procureur de la République, on instruit une procédure devant la juridiction disciplinaire des hospitalo-universitaires. Et si la personne est accusée à tort, elle va avoir beaucoup de mal à faire reconnaître son bon droit rapidement, parce que le Conseil de l'Ordre, c'est rapide. Le collègue auquel je pense a obtenu satisfaction, c'est-à-dire il a pu démontrer que tout ce dont on l'accusait était faux. Et j'ai failli envoyer la décision du Conseil de l'Ordre au directeur général en disant la délation ne paye pas toujours. Mais pour la juridiction disciplinaire, par exemple, et c'est à l'issue de la juridiction disciplinaire qui sera réintégrée ou non, ça prend 18 mois. Et je pourrais vous citer plusieurs cas où dans le rapport administratif, il y avait des contre-vérités, mais qui étaient faciles à démentir par l'intéressé si jamais on lui avait donné accès au contradictoire. Donc là, je trouve que c'est une dérive assez dangereuse actuellement, et surtout en matière de harcèlement sexuel. Bon, je ne vais pas revenir sur des affaires récentes qui sont très complexes, mais retenez peut-être que les procédures
pour quelqu'un qui est accusé de se défendre, ne sont pas équilibrés quand ça reste dans le cadre strict de l'enquête administrative et quand ça reste interne à l'institution, en l'occurrence à l'institution hospitalière. Alors, il y a une autre notion qui est le harcèlement moral institutionnel, où là, on considère que c'est la politique des dirigeants qui débouche sur du harcèlement moral, même s'il n'y a pas un contact direct entre le dirigeant et la personne harcelée. Donc là, il y a eu des condamnations en première instance, ça a été confirmé en appel. Il faut souligner que France Télécom, l'organisme qui a été la compagnie, la société qui a été condamnée, n'a pas fait appel, alors que dans l'affaire Ménia, la PHP a fait appel. Et je crois que maintenant c'est en cassation. Alors, est-ce que dans les hôpitaux, on peut parler de harcèlement moral institutionnel? C'est difficile. Ça se discute, c'est complexe, mais vous vous rappelez peut-être que Édouard Couty, en 2017, à la suite du suicide d'un neurochirurgien pédiatrique à Grenoble, avait mené une enquête et il montrait bien le caractère systémique des erreurs managériales, un management déconnecté des préoccupations des soignants, manquant d'humanité, propice au développement de situations de maltraitance, ou tout au moins un sentiment de perte de sens chez les professionnels. Il ajoute d'ailleurs que ça prévaut bien au-delà de la capitale des Alpes, je cite, dans les hôpitaux français. Donc là, on n'est pas loin quand même d'une organisation du travail qui favorise la maltraitance. Le harcèlement, c'est aussi une méthode de gestion, notamment dans le privé, mais dans le public aussi. C'est-à-dire que pour dégager quelqu'un qui n'a fait aucune faute, on va le harceler, l'écœurer pour qu'il parte de lui-même. Alors, après toutes ces bonnes choses, le bien-être au travail. Alors, je vais l'illustrer par le concept d'hôpital magnétique. Vous avez dû en entendre parler. Ça vient d'une étude menée sur plusieurs hôpitaux aux États-Unis, à partir du constat que certains hôpitaux attiraient les soignants et réussissaient à les garder, alors que d'autres ne les attiraient pas ou ne les gardaient pas. Donc, on a essayé de savoir qu'est-ce qui pouvait caractériser ces hôpitaux. Et donc, vous voyez que l'organisation du travail est un point clé dans la définition de l'hôpital magnétique. Donc, il y a la fidélisation du personnel, il y a une organisation qui permet à chaque professionnel de bien faire son travail et de le faire avec performance, et un hôpital où il y a une qualité de vie au travail et une qualité des soins. On a mis en évidence plusieurs dimensions: culture centrée sur le patient, expertise des soignants, soutien à la formation continue, le leadership transformationnel, c'est-à-dire qu'on essaie sans arrêt d'améliorer ces pratiques, le management participatif, chaque membre de l'équipe participe aux décisions et pas de façon pure façade, hein. Le climat collégial entre les médecins et les soignants, c'est pas en France avec l'organisation ultra hiérarchisée qu'on y arrive le plus facilement. L'autonomie, on a vu au départ de mon propos que c'est une dimension essentielle pour le bien-être au travail, et la gestion adéquate des effectifs. Là, on en revient au débat actuel sur les ratios. C'est évident que s'il y a trop de tension, s'il n'y a pas assez d'effectifs, le poste, le travail sera mal fait et les gens auront envie de partir. Écoutez, je crois que j'ai dû parler un peu plus qu'une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. En terminant donc sur le magnétisme hospitalier, dont les conséquences sont bonnes à tout point de vue, et pour les soignants, et pour les patients, et pour l'institution.
dans l'image est bien meilleur. Et en France, ça a été très difficile de mettre en place ce concept parce que il y a une volonté de tout contrôler, de ne pas laisser suffisamment d'autonomie, de ne pas laisser les professionnels s'organiser. Il y a un hôpital qui avait réussi, c'est le CH de Valenciennes, où on donnait beaucoup de délégations de gestion. Et d'ailleurs, celui qui dirigeait le CH de Valenciennes, maintenant, dirige le CHU de Nice. On va voir si, dans cette belle ville méridionale, il va pouvoir transposer tous ces principes. Voilà, je vous remercie de votre